Bonjour à tous, je me présente Steve Piché, président de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Je vous souhaite la bienvenue à cette première vidéoconférence avec votre député fédéral de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron. Donc, M. Perron, je vous laisse la parole. Ben, bonsoir tout le monde, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Je vais commencer en m'excusant d'avoir changé l'heure. C'est que au moment où on se parle, le comité sur la santé siège et c'est pas tout à fait terminé, là, ça devrait terminer dans une quinzaine de minutes. Et on recevait des gens du monde de l'agriculture, des différents ministères, des scientifiques spécialistes de la sécurité et de la santé. Et on questionnait, entre autres, tout ce qui est de l'aspect des travailleurs étrangers temporaires qui commencent à arriver au Québec. Vous savez, certains parmi vous ne l'ont pas vu, là, évidemment, il faut comprendre que ces travailleurs-là sont essentiels. Très important qu'ils arrivent. Par contre, nous, on travaille pour que les conditions dans lesquelles ils arrivent soient sécuritaires pour eux, mais aussi pour tout le monde. On demande que le fédéral s'occupe des quarantaines, mais c'est pas fait encore, là. Mais on a eu une amélioration quand même, là. Après notre sortie, ça a forcé le gouvernement à annoncer un soutien financier. Donc, c'est déjà ça pour les producteurs. Mais il y a beaucoup de contraintes, là. J'entrerai pas dans les détails, c'est pas le sujet du jour, mais c'était pour vous expliquer là, la raison pour laquelle je n'ai pas eu le choix de déplacer notre rencontre. Donc, je voulais commencer en vous expliquant ça. Par contre, c'était super important pour moi de la maintenir et de vous parler aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai laissé l'autre avant la fin et que je suis ici. Il y a différentes façons de procéder, là. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse, je m'adresserai peut-être au président de la Chambre, là. Est-ce que vous voulez que je fasse une présentation générale des mesures fédérales ou vous voulez qu'on aille directement avec des questions? Non, allez-y pour commencer. On va commencer par vraiment un survol pour être certain que si jamais ça répond à des questions, on n'aurait pas des questions qui poseraient que vous avez déjà exposées. Ben d'accord. Alors, il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été annoncées. Ce que je vous proposerais, c'est que je vais y aller avec un survol, mais vraiment global. Si vous trouvez qu'il y a des aspects que je n'ai pas touchés, n'hésitez pas à les soulever. Et soyez sans crainte, dans mon ancienne vie, j'étais prof au secondaire, donc les questions, j'aime ça. Alors, n'hésitez pas de sortir du sujet ou des trucs comme ça. Au pire, allez, si je n'ai pas la réponse précise à votre question, ça va me faire plaisir de revenir avec des précisions là, après consultation de mon équipe de recherche, des choses comme ça. Alors, je vais commencer. Bon, il y a eu des annonces générales, là, que des montants qui ont été donnés aux provinces, ça c'est de peu d'intérêt. Il y a d'abord les prestations d'assurance-emploi maladie qui ont été, en tout début de crise, là, qui ont été débloquées. On a retiré le délai de carence de la période et on a retiré l'obligation du certificat médical pour que les gens s'isolent plus rapidement. Il y a le programme de travail partagé qui existe encore. Donc ça, c'est un programme qui permet aux employeurs de moduler les heures de travail et les employés acceptent de réduire leurs heures de travail, sont compensées par l'assurance-emploi. Avant, on pouvait aller jusqu'à 38 semaines. Maintenant, c'est allongé à 76 semaines. Par contre, je vais vous confesser qu'actuellement, on a de gros problèmes administratifs avec ce programme-là. N'hésitez pas à y avoir recours quand même, là, mais attendez-vous à avoir quand même des délais de traitement parce que le système est vraiment surchargé et c'est probablement une des raisons qui ont incité le gouvernement fédéral à lancer la prestation canadienne d'urgence pour alléger le système d'assurance-emploi, pour le dégager. Donc, voilà. Ensuite, la prestation canadienne d'urgence, bon, on la connaît de plus en plus. Vous savez qu'on l'adapte de façon très régulière sur une base, je dirais, hebdomadaire quasiment. On a travaillé récemment à exempter, entre autres, s'il y a des gens des municipalités qui sont avec nous, à permettre aux gens qui sont pompiers volontaires ou élus municipaux dans de petites municipalités, donc un petit revenu mensuel qui les privait de la prestation canadienne d'urgence. Maintenant, ça va être exempté, mais on n'a pas eu les détails encore. Tout comme des gens qui travaillaient à temps partiel, qui avaient 2 emplois, qui perdent un des deux, il y a un minimum de revenus qui sera permis. On nous a donné, lors de cette annonce-là, un barème de 10 heures par semaine. Ça ne veut pas dire que ça va être gelé, que ça va être précisément ça. On attend toujours les détails. Pardon.
Tout ce que les critères pour être admissible, là, c'est 15 ans. C'est avoir travaillé, avoir gagné au moins 5 000 en 2019 et avoir perdu un revenu à cause de la COVID. Donc, quelqu'un qui quitterait son emploi volontairement ne serait pas admissible là. Pour les familles, vous savez que nous avons que le fédéral a augmenté les remboursements pour la TPS, les prestations canadiennes pour enfants également. Pour les aînés, il y a une réduction du montant minimum obligatoire qui est à retirer des fers. Nous, on demande de ramener ce montant-là à 0 montant obligatoire parce qu'actuellement, c'est un peu surréaliste d'exiger de retirer des placements, considérant que les marchés boursiers sont en chute libre. C'est pas le temps de les sortir. Pour les étudiants, bon, ça s'applique peu au Québec, là, parce que les prêts étudiants au Québec, en fait, Québec le fait aussi. Moi, évidemment, aujourd'hui, je vous parle beaucoup plus du fédéral. Ça a été modifié. Les emplois été Canada, ça a été modifié aussi. Ça risque d'intéresser plusieurs personnes parmi vous pour augmenter la flexibilité. Donc, avant, on assurait 50% du salaire minimum. Maintenant, c'est 100%. La date limite de fin d'emploi a été reportée au 28 février. Et il y a possibilité d'adapter les demandes en fonction des services essentiels. Ça va se moduler. Évidemment, vous savez que les procédures pour ça, c'était déjà fait, c'est déjà réalisé. Nous, on va évidemment voir quelles sont les demandes qui vont être annulées parce que c'était des trucs saisonniers qui n'auront pas lieu. Et ça nous permettra à ce moment-là de réaffecter. Donc, Éric Drouin-Laurando, qui est mon directeur de bureau, qui est assurément en ligne présentement, j'imagine. Oui, je vous confirme, il est là. Bon, parfait. Alors, c'est lui qui administre ça. Donc, ceux qui ont des questions précises là-dessus ou qui voudraient formuler des demandes, vous vous adressez au bureau. Ça ne sera pas nécessairement plus d'emplois qu'avant. C'est juste qu'on nous a donné plus de flexibilité, considérant le fait que plusieurs secteurs saisonniers font la demande des travailleurs étrangers. Il risque d'avoir des annulations. Puis on a permis d'allonger dans le temps aussi pour le traitement de ça. Voilà, si c'est pas assez plein, si c'est pas assez complet, vous me posez des questions tantôt. Différentes mesures pour les personnes vulnérables, là, pour la violence, l'itinérance, enfants et jeunes, ainsi de suite. Il y a eu de l'argent donné dans les banques alimentaires également. La SCHL a assoupli ses règles pour permettre aux gens qui financent, donc aux institutions financières, d'alléger aussi pour les particuliers. Et le bout qui nous intéresse probablement beaucoup, c'est la subvention salariale de 75%, donc pour les entreprises. Vous n'avez qu'à démontrer, ça a été modifié, ça a été voté en fin de semaine, samedi dernier, ça a été voté. On n'a pas encore les détails là-dessus non plus. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On a milité on a fait pression pendant plusieurs semaines pour inclure avec ces mesures de subvention salariale, des subventions pour les frais fixes qui ne seraient pas des dettes. Et ça faisait partie de la résolution qui a été adoptée en fin de semaine. Donc, ça veut dire qu'on devrait avoir quelque chose qui pourrait vous aider aussi dans vos frais fixes, qu'on parle de loyer ou des choses comme ça, pour passer la période difficile. Pour être admissible à la subvention salariale de 75%, vous devez avoir une masse salariale de 50 000 à 1 million. Vous devez être capable de démontrer une perte de 15% au mois de mars et de 30% pour les mois subséquents. On a descendu la limite au mois de mars parce que la crise a commencé à la mi-mars. Cette subvention-là va subventionner 75% de la première tranche des 58 700 $ des salaires, ce qui représente une prestation maximale de 847 $ par semaine. Pour démontrer votre perte financière, il y a eu de l'évolution dans le temps, là aussi. On a augmenté la flexibilité au fur et à mesure que le temps passait. Donc, vous pouvez vous fier sur soit le mois de l'année dernière, qui est le même, ou si vous êtes une entreprise récente, vous pouvez faire une moyenne de vos revenus de janvier-février pour démontrer la diminution de revenus. Pour les entreprises, ceux parmi vous qui n'auraient pas encore de pertes, mais qui en attendent dans les prochains mois, vous pourrez probablement bénéficier de ça, mais dans la deuxième vague. Parce que pour être admissible,
il faut vraiment avoir des pertes. Si jamais il y avait des entreprises qui n'étaient pas admissibles à cette subvention de 75% du salaire, là, il y avait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait une première annonce d'un programme de subvention de 10% des salaires, qui lui a beaucoup moins de restrictions. Donc, peut-être vous êtes éligible à lui parce qu'il existe encore ce programme-là. Donc, une subvention maximale de 1 375 $ par employé, de 25 000 $ par employeur. Une autre mesure qui est bien intéressante, c'est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ça, c'est des prêts pour les petites entreprises. Le fédéral a mis 25 milliards là-dedans. Vous pouvez obtenir un prêt jusqu'à concurrence de 40 000 $ sans intérêt. Ça, c'est le gros avantage. Les organismes à but non lucratif sont admissibles aussi. Pour démontrer, mon 50 000 et 1 million, là, ma salariale, là, c'était ici, là, c'était pas en haut. Là. En haut, c'est pour les entreprises en général, c'est vraiment large, de 75 %. Pardonnez-moi mon erreur. Les journées sont bien remplies et se déroulent rapidement. Vous êtes pardonné. Ouais, c'est ça. J'étais complètement dans un autre dossier il y a 2 minutes, là, c'est pour ça, des fois, ça va vite. Alors, le remboursement du solde du prêt, il y a un avantage intéressant là aussi, c'est que, mettons, vous empruntez 40 000 $, c'est un prêt sur 3 ans. Vous pouvez le rembourser jusqu'au 31 décembre 2022. Et si au 31 décembre 2022, vous êtes parvenu à rembourser 30 000 $, mais le dernier 10 000 $ va disparaître. Donc, c'est formulé de façon à ce qu'on dit, vous avez remboursé la totalité de la dette. Là. Mais ça devrait être le fait que si vous êtes capable de rembourser 30 000, ben, le dernier 10 000 est effacé, donc devient une subvention. Ça peut être assez intéressant. Si vous êtes des entreprises de plus grande taille, il y a différents programmes de garantie des prêts pour les PME. Il y a un programme de prêt conjoint pour les PME, puis un programme de renforcement des investissements des prêts fédéraux de la BDC et de l'EDC aussi pour les montants plus élevés. Ça peut aller là des montants qui peuvent aller jusqu'à 6,25 millions de $ en prêt. C'est garanti par le fédéral ou par ces institutions jusqu'à concurrence de 80% quand on parle de montants plus élevés. Et là, par contre, dans ces autres catégories-là, il y aura un taux d'intérêt qui s'appliquera. C'est un taux d'intérêt qui est plus avantageux que ce que vous auriez pu obtenir en temps normal. Donc, ça risque quand même d'intéresser beaucoup de monde. Je termine le tour d'horizon rapidement. Au niveau agricole, vous savez que la financière agricole du Canada a un montant supplémentaire de 5 milliards de dollars. Vous savez que Québec a assoupli aussi avec la financière agricole du Québec les différents remboursements et ainsi de suite. Donc, il y a des mesures qui sont prises là. On a annoncé, j'en ai parlé en début d'intervention parce que je sortais du comité sur la santé où on parlait d'agriculture, mais on a annoncé aussi un montant de 1 500 $ par travailleur étranger temporaire qui est reçu par les producteurs. Donc, c'est une aide qui est quand même bienvenue là, si ça reste dans l'état des choses actuelles. Pour les déclarations de revenus, on a des délais. Ça a été remis pour transmettre jusqu'au 1er juin. Et les paiements, si je fais pas erreur, c'est un peu plus tard que ça. Là. Ça va aller au 31 août. Et voilà. Ensuite, les banques, ça c'est d'ordre plus macroéconomique. Là, c'est peut-être moins pertinent de le mentionner ici, mais vous savez qu'on a réduit les réserves obligatoires des banques, on a réduit le taux de la Banque centrale également. Donc, tout pour essayer de stimuler des investissements en R&D. Et des mesures pour les médias. Les médias régionaux n'ont pas à payer les redevances au CRTC présentement. Il y a des choses comme ça qui sont faites. Il y a un petit détail que j'ai oublié dans les entreprises. Après ça, on pourra passer aux questions. Toutes les déductions, tous les paiements d'impôts dus pour l'entreprise, vous pouvez les remettre après le 31 août, les paiements. Il n'y aura pas de demande ni de pénalité, là, de demande de paiement ni de pénalité pour ça. TPS, TVQ, même chose. Par contre, vous devez encore percevoir les déductions à la source.
sur la logique qu'on m'a expliqué que ce n'est pas de l'argent qui appartient aux entreprises, c'est de l'argent des particuliers. Donc, ça s'applique pas vraiment pour transformer ça en aide ponctuelle. Mais il y a quand même là beaucoup de support là qui peut vous être accordé. Fait que je sais pas si je suis allé trop vite. Je vous ai pas mal garoché ça là. Mais ça va être correct, ça nous donne juste plus de temps pour les questions, c'est parfait. Parfait. Donc, je vais y aller à tour de rôle. J'ai quelques personnes, je vais les chercher dans mon... Ouais. Très, très long. Première question va être de Mme Sophie Rouleau. Je vous donne la parole, Mme Rouleau. Madame Rouleau, vous avez présentement accès à votre micro. Je vais muter, je vais en trouver un autre, ce ne sera pas très, très long. Est-ce que moi, je dois peut-être me mettre sur muet pour... Non, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, je pense que je vais laisser parler Mme Bélanger, qui m'a demandé la parole également. Mélanie, tu peux y aller. Mélanie Bélanger. Oui, bonjour M. Perron, bonjour. Je vais juste activer. Alors, merci pour votre temps. Je me présente Mélanie Bélanger, je suis entrepreneur, je suis vice-présidente aussi de la Chambre de commerce. J'aimerais savoir s'il est possible de démêler la population au niveau de l'achat local. Je m'explique. Attendez. Je m'explique. Il y a plusieurs programmes d'achat local. Maintenant, il y a le panier bleu, mais il y avait des initiatives locales aussi. Puis on dirait que la population est mélangée. Il y a de la désinformation. Il y a certains commerçants qui s'en servent pour faire une publicité bonne, mauvaise. Puis, qu'est-ce qui est l'achat local? Est-ce que c'est dans notre MRC? Est-ce que c'est au Québec? Est-ce que c'est au Canada? Il y a quand même des entrepreneurs d'ici qui vendent à des Costco, à des Walmart. J'ai l'impression que les mélangés, il faudrait avoir un guide pour la population en général sur qu'est-ce qui est l'achat local, qu'est-ce qui fait vivre les gens d'ici, parce qu'il y a des produits qui sont transformés ici et tout. Donc, est-ce que le gouvernement pense à démêler tout ce qui est achat local pour pas tuer certains produits ou certaines entreprises? C'est une très bonne et grande question que vous me lancez là. Je l'apprécie beaucoup. Est-ce que moi, je pense que Québec va travailler beaucoup là-dessus. Évidemment, je sais pas si vous avez vu, là, moi, j'avais fait une sortie en faveur de ça aussi, pour qu'on encourage nos producteurs locaux. Évidemment, il y a de la modulation là-dedans, puis effectivement, parfois, il y a des produits québécois qui vont se retrouver chez Costco, comme vous l'avez demandé, comme vous l'avez mentionné, mais au-delà de ça, ça peut être modulé. Il y a des produits qui sont disponibles dans notre ville, dans notre MRC. Il y a des produits qui ne sont pas disponibles. Moi, non, ça va au Québec. Après ça va dans le Canada. Donc, effectivement, je pense que vous identifiez un beau besoin. Moi, on ne m'a pas parlé d'initiative en ce sens au fédéral du tout. Je pense que le panier bleu fait une partie en offrant une plateforme de visibilité, mais je crois pas que ce soit, j'ai pas eu le temps d'aller voir la plateforme, là, fait que je parle un peu à travers mon chapeau, mais je crois pas que ce soit une plateforme de transaction. Par contre, c'est vraiment une place pour s'afficher. L'idée, c'est de sensibiliser la population de façon générale sur l'importance d'encourager les gens de la communauté pour que l'argent circule ici. Je pense qu'il y a plus personne qui s'oppose au concept, là. Mais votre demande pour un guide, écoutez, moi, je la prends en note, là. Je vais l'apporter. Ce serait une bonne chose. Mais je pense que l'initiative de Québec risque de se compléter dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si je réponds convenablement à votre question. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire en introduction, mais si vous trouvez que je ne réponds pas comme une fois à votre question, vous n'êtes pas obligé d'être poli, vous pouvez me le dire. Je vais recommencer. Alors, Mme Bélanger, ça va? Oui, c'est parfait. OK. Mélanie, tu peux y aller avec ton autre question rapidement. Après ça, j'ai Sophie Rouleau qui est prête à la question.
Moi, j'y allais d'une façon post-COVID. Est-ce que le gouvernement pense à un allègement? Parce qu'il y a beaucoup d'aide présentement, puis c'est très apprécié. Si jamais il y a une institution, une entreprise où c'est pas possible de passer au travers, est-ce qu'il y a des allègements concernant les engagements financiers, les garanties sur les prêts de DAS, TPS, TVQ d'une entreprise qui serait pas capable de passer à travers, qui devrait soit fermer ou faire faillite? Assurément, c'est dans les scénarios. Je peux pas vous annoncer de mesures précises parce que on est vraiment dans un scénario catastrophe, hein, où à chaque journée, on se rend compte qu'il y a des mailles de filets qui étaient ouvertes et qu'on croyait fermées. On passe notre temps à ajuster les programmes. Mais clairement, il va sûrement y avoir quelque chose pour ça, tout dépendant du secteur d'activité. Peut-être ça va se moduler selon le secteur d'activité, là, je ne saurais vous dire. Ce que je pourrais vous dire pour le moment là-dessus, c'est que c'est sûr que, entre autres, les prêts de 40 000 là, pour les petites entreprises, je pense que ça pourrait donner un coup de main majeur à des entreprises pour qu'ils puissent survivre dans le court terme. J'inviterais peut-être tous ceux qui sont en mesure de le faire à avoir recours à la subvention salariale de 75% parce que c'est sûr que l'avantage pour le gouvernement, là, c'est le maintien du lien d'emploi dans ce scénario-là, mais aussi, comme je vous l'ai mentionné tantôt, la subvention salariale de 75% sera liée avec un soutien direct pour les frais fixes. Ça pourrait faire une grande différence pour certains d'entre vous, là. N'oubliez pas que quand on calcule la masse salariale, vous avez le droit de calculer votre revenu à vous. Si vous êtes le propriétaire de l'entreprise, vous faites partie de la masse salariale. Selon cette logique-là, parfois les gens se payent en dividendes. Sachez que les dividendes, on a réussi à les faire, ça n'était pas reconnu au début, là, on a réussi à les faire reconnaître comme des revenus dans le cadre de la prestation canadienne d'urgence. Donc, ça risque de s'appliquer là aussi. Mais là, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer cet après-midi qui sont sous réserve parce qu'on attend les détails et c'est pas super rapide, là. Je ne sais pas si ça répond convenablement, Madame Bélanger. Oui, parfait. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Votre micro. Prochaine question, Madame Sophie Rouleau, vous pouvez y aller. Okay. Merci. Bonjour, M. Perron. Bonjour, Madame Rouleau. Merci d'être disponible pour nous cet après-midi. Merci de m'inviter. En fait, je voulais vous demander, pour une entreprise comme la mienne qui a 2 ans et demi, je travaille fort, puis j'ai pas encore la capacité de me donner un salaire depuis 2 ans et demi. Ceci étant dit, je suis pas disponible pour la prestation d'urgence si je continue à travailler. Alors, je comprends mal comment se fait-il qu'on nous demande de pas travailler pour avoir droit à la prestation, alors que ça fait déjà 2 ans et demi que je travaille sur une entreprise que si je mets sur la glace, je vais nuire à la poursuite des efforts déjà investis. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre situation? Parce que ça engendre aussi plus de dépenses, là, avoir pris le Zoom, par exemple. Ça implique d'avoir des frais qu'on n'avait pas aussi. Alors, je me demande si on peut avoir droit à une aide si on est un entrepreneur qui n'était pas déjà capable de se payer un salaire. Vous avez vraiment des bonnes questions, hein? Vous n'avez aucun salaire depuis 2 ans et demi? Non, je vis sur mon hypothèque. Je vous lève mon chapeau. Je vous en avais parlé, là, suivant la violence que j'ai vécue dans une école. Oui. Mais quand même, c'est sûr que pour être admissible au PCU, il faut avoir une perte de salaire. Comme vous êtes entrepreneur, est-ce que le prêt de 40 000 pourrait s'appliquer? Parce que vous n'avez pas de masse salariale. À ce moment-là, est-ce que je vous inviterais, moi, à aller voir votre institution financière? Puis là, il vous dirigera dans un des programmes de crédit. Mais ce serait du crédit, par contre. Ça, c'est pas super intéressant. Parce qu'on est plusieurs entrepreneurs, Monsieur Perron, on est plusieurs entrepreneurs.
parce que je suis dans différents groupes, là, à devoir, comment je dirais ça, c'est malheureux, là, mais les entrepreneurs sont comme obligés de truquer les commandes pour faire comme s'ils n'avaient pas de salaire pendant une semaine, puis mettre ça sur une seule semaine. Je veux dire, on dirait qu'on incite un peu les gens à placer les commandes sur une certaine date pour avoir pas de travail pendant d'autres semaines, puis c'est vraiment compliqué, là. Fait que si j'ai une cliente une semaine, ben là, je perds la chance d'avoir la subvention. Donc, il faut mettre nos entreprises sur pause. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Non. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a une certaine flexibilité qui est permise au niveau du revenu de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez vous servir de la méthode de la comptabilité d'exercice ou de la comptabilité de caisse, là. Mais pour certaines entreprises dans le secteur de la construction, des trucs comme ça a réglé le problème parce qu'ils recevaient des sommes, mais des sommes qui avaient été gagnées avant. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire là. Éric, est-ce que tu as une idée que moi, j'ai pas? Attendez un peu, je vais lui donner la parole. Oui. Je ne le vois plus. Bon, il m'a laissé tomber. Il était là tantôt. Ouais. Ben, Attendez un peu, oui, je le vois. Ce sera pas long, je vais le dire. Qui est activé maintenant? Bon, est-ce que je suis là? Oui. Alors, Éric? Je ne suis pas parti. OK. Malheureusement, c'est ça, c'est tous les programmes qui sont faits, sont tous basés sur la masse salariale de l'entreprise. C'est pour ça que ça donne un problème pour des cas comme la dame. Il va peut-être falloir amener ça à Gabriel Sainte-Marie pour qu'il puisse négocier quelque chose pour des gens comme eux autres. Ben, ouais, effectivement, c'est ça, c'était ma prochaine intervention. C'est clair que je prends ça en note. J'aimerais peut-être même ça qu'on se parle là, directement pour pouvoir documenter ça comme il faut pour amener ça parce que effectivement vous devez pas être la seule dans cette situation. Non, on est plusieurs. C'est pour ça que je tenais à en parler aujourd'hui, là. OK. Parce que écoutez, si on met nos entreprises sur la glace pour y avoir accès, ben, tous les efforts qu'on a semés, on ne peut pas ne pas entretenir ce qu'on a déjà de monter en pensant que ça va bientôt être fructueux. Donc, il faut poursuivre les activités. Oui, non, je comprends très bien votre situation. J'ai juste pas de belle réponse à vous donner pour le moment, mais je vais faire cheminer ça, soyez-en assurés. Puis si ça peut vous donner un peu d'espoir, on a quand même, dans le contexte actuel, là, obtenu beaucoup de choses. Hein, Gabriel, une belle ligne de communication avec le ministre Morneau, là, puis on a un bon pouvoir de négociation aussi dans l'état actuel des choses, là, parce que nous, on est très constructifs. C'est pas le cas de toutes les formations politiques. Je ne vais pas embarquer dans la politique partisane, là, mais je mets un peu le contexte. Donc, quand on apporte des éléments, là, on est capable de les faire cheminer. Donc, je vais apporter ça sans faute. Ben, de savoir que la question va faire du chemin, pour moi, c'est une bonne réponse. Merci. C'est bon. Tant mieux. Merci. Donc, prochaine personne, j'ai monsieur Jean-François Théberge. Je vous donne la parole. Il faut y aller. Oui, bonjour, M. Perron. Oui, bonjour, M. également. Merci premièrement d'être là. Merci au Bloc d'être présent aussi pour supporter notre région. Merci de vos implications. J'ai une question concernant l'autosuffisance alimentaire. On la sent présentement dans la population. Il y a cette espèce de réalisation que notre dépendance à l'alimentation d'ailleurs doit diminuer. Et donc, qu'on doit augmenter la nôtre. Maintenant, il y a déjà plusieurs projets individuels, collectifs ou d'entrepreneurs qui se penchent sur la question. Moi, je suis président de la Corporation de développement de Saint-Damien. On se penche, nous autres mêmes, sur la question et on se demande, dans la suite de la COVID, qu'est-ce qui pourra être créé comme aide au démarrage ou technique
parce que c'est pas toujours évident de démarrer ça quand on n'est pas trop connaissant. Donc, on se demande quelle sorte d'aide technique ou financière pourrait être disponible au niveau fédéral. Je comprends que peut-être vous n'y avez pas encore pensé, mais je pense qu'il faut commencer à préparer l'après-COVID et ça pourrait être un domaine fort intéressant. Ben, je vais vous rassurer, Jean-François. En fait, oui, j'ai commencé à y penser. J'y pensais même avant la crise de la COVID, parce que dans l'agriculture, il y a beaucoup de choses qui font peu de sens actuellement, ou entre autres au niveau de l'abattage, de très grandes distances qui sont parcourues par des animaux, alors que là, on augmente les réglementations pour la santé animale et que ben, il doit faire des centaines, des milliers de kilomètres pour aller se faire abattre en Ontario et revenir en petit paquet congelé. Même chose, sachez que la plupart des vaches de réforme, ce sont les vaches qui ne produisent plus, là, sont habituées en Pennsylvanie. Que, bon, ça nous rend dépendants de l'extérieur et il y a tout un impact aussi dans la dynamique actuelle environnementale qui n'a pas de bon sens, parce qu'on est devant un défi énorme de réduction du réchauffement climatique. C'est pas logique de faire du transport qui serait pas essentiel. Il y a différents enjeux de rentabilité. Il y a, entre autres, quand c'est des grandes entreprises qui sont en mesure de donner un meilleur prix, des fois, ça va être attirant pour les producteurs. Il faut repenser à peu près toute la filière. Je vous parle de ce secteur-là parce que j'avais commencé à y penser avant. J'ai jasé avec quelqu'un de Bœuf Québec hier là-dessus, justement. Mais ce sont des choses sur des longs termes. Hein? Monsieur Théberge, vous êtes conscient que vous avez soulevé une très grande question. Évidemment, notre indépendance alimentaire aussi dépend de la production qu'on va faire ici. Et on s'en rend compte là, justement dans la dynamique des travailleurs étrangers temporaires qu'on travaille actuellement. Au début, on a eu peur qu'ils ne laissent pas rentrer. Mais s'ils ne rentrent pas, c'est 16 000 travailleurs, ça veut dire pas de fruits et légumes à l'automne. Ou encore des fruits et légumes qui viennent exclusivement de la Californie, s'ils acceptent encore de nous en vendre et dont on ne contrôlera pas le prix. Je suis conscient que je peux sonner bien dramatique, là, mais en même temps, il faut réfléchir à ces aspects-là. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les masques N95, là, de la compagnie 3M, qu'on a failli ne pas recevoir. Puis il y a eu d'autres enjeux qui ne sont pas de nature publique, dont je ne peux pas vous parler. Mais je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs enjeux comme ça là, au niveau du traitement médical à l'international qui ont été complexes à gérer. Évidemment, je ne veux pas parler pendant une demi-heure là-dessus, mais là, c'était un beau sujet pour me faire parler une demi-heure. Le système de gestion de l'offre, ainsi de suite, qu'on a. Non, pas une demi-heure, s'il vous plaît, on a plein d'autres questions. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je vous donne ça en vrac, là, tout ça, on travaille, on a un projet de loi que j'ai préparé, que mon collègue Yves Mondon a déposé. Évidemment, un jour où on siégera, on veut déposer un projet de loi pour ne pas que ça soit dans les prochains traités internationaux. Donc, au même titre, en fait, puis je vais fermer ça là-dessus pour pas être trop long, là, au même titre que l'exception culturelle qu'on négocie dans les traités internationaux, nous, on prétend de plus en plus qu'il faudra avoir une exception agricole. Pas se fermer les marchés extérieurs, puis il ne faut pas penser qu'on va arrêter le commerce international, entre autres les producteurs d'apport et d'exportation. Mais par secteur, si c'est pertinent, on y va. Si c'est pas pertinent, on y va pas. Fait que c'est tout ça qu'il faut repenser. Merci beaucoup pour la question, M. Théberge. Donc, prochaine question, M. Hugo Ouellette. Et là, je vais le démuter. Hugo, tu as la parole. Oui, merci. Écoutez, la situation de Mme Rouleau m'amène une question. Là. J'ai deux questions, premièrement, mais la situation de Mme Rouleau m'amène la première question, c'est-à-dire, est-ce que vous sentez une ouverture de la part du ministre Morneau au sujet du programme d'aide de 40 000 sans intérêt, soit sur le premier 5 000 admissibles ou même le cap de 1 million en salaire versé. Est-ce que vous sentez qu'il y a une ouverture face à ça pour bouger, pour vraiment éliminer tous ces petits cas-là symptomatiques ou moi, les informations que j'en avais, c'est que le programme était canné et il était tel quel. Est-ce que vous avez d'autres sons de cloche? Ce programme-là, je vous dirais que j'ai un peu le même sentiment que vous, c'est qu'il est pas mal canné, mais
les choses peuvent évoluer, hein, en apportant des cas précis, comme je viens de le voir aujourd'hui. Là, je suis convaincu que Gabriel en avait déjà. Là. Il va falloir que je parle à Gabriel, ben honnêtement, pour savoir si il y avait eu des ouvertures là-dessus. Mais généralement, le gouvernement a tendance à élargir parce qu'on se rend compte que, surtout avec la prestation canadienne d'urgence de 2000 $ par mois, qui a créé quand même un précédent spécial, hein, parce qu'il y a des gens qui travaillent à temps plein qui font pas ça. Fait que le Québec a développé d'ailleurs un programme en parallèle pour le compenser. Donc, on va y travailler, M. Ouellette. Est-ce que l'ouverture sera là? Je pense que oui. Mais comme je peux pas vous le promettre en signant avec mon sang, là, ça n'est pas fait. Merci pour la réponse. Puis je peux vous confirmer, le programme le Québec de compensation du Québec a sorti, fait beaucoup d'envieux à travers le Canada. Mes homologues dans les autres provinces attendent que leur province bouge dans ce sens-là aussi. Parce que, comme vous avez dit, le programme, le PCU fait mal à certains milieux d'entreprises. Ben oui. Ma deuxième question, est-ce que c'est possible pour vous d'élaborer sur le programme d'aide aux coûts fixes? Est-ce qu'il y a les modalités, des éligibilités, les délais, ou c'est encore un peu trop tôt pour s'avancer à ce niveau-là? En fait, c'est très tôt pour s'avancer à ce niveau-là, mais moi, je peux vous en parler plus parce que c'est nous qui l'avons amené. Nous, ce qu'on a suggéré, c'est que les entreprises qui se faisaient subventionner le salaire puissent avoir aussi un soutien qui serait pas une dette, parce que si on regarde l'espèce de portrait que je vous ai tracé en début de conférence, là, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'aides, mais c'est beaucoup des prêts. T'sais. Ah, on va te le prêter, oui, mais ton loyer là, de 3 mois pendant que tu n'as aucun revenu, t'as beau le prêter, c'est de l'argent qui va être perdu. Même si vous avez à le payer plus tard, c'est perdu. C'est ça notre argumentaire pour dire aider justement à ce qu'il n'y ait pas d'entreprises ou moins d'entreprises qui disparaissent après la crise. C'est-à-dire, ben, ça prend aussi quelque chose pour les coûts fixes. Donc, on l'a voulu le plus large possible, le moins contraignant possible pour essayer de maintenir en vie notre moteur économique. Mais c'est à peu près tous les détails que je peux vous donner. Est-ce que vous avez un délai avant d'avoir plus de précision au niveau du ministre Morneau? Ou Ce qu'on m'a dit encore ce matin, ben là, c'est parti, c'est dans les mains des fonctionnaires, ils sont en train de développer le programme. Ce qu'on m'a dit encore ce matin au service de recherche du Bloc, là, c'est que on ne sait pas quand. On espère avoir des nouvelles cette semaine. Puis l'argent, ce que Morneau a toujours dit, c'est qu'entre autres, les problèmes de subvention salariale, c'est un peu lié avec ça. Là. Vraiment, ça va se traiter en même temps. L'argent devrait être disponible d'ici 4 à 6 semaines. Donc, j'imagine que pour que ce soit disponible dans 4 à 6 semaines, il faut que d'ici 2 semaines, on puisse en faire la demande à quelque part. Là. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Merci. On a-tu encore un animateur? C'est un animateur qui était discret aujourd'hui, désolé. OK. Donc, prochaine question, ça va être Pascal Lapointe-Manceau. Pascal. Bonjour tout le monde. Là, j'ai un petit service à demander. Il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert et qui est actuellement dans un garage. Il y a beaucoup de bruit de fond. Alors, M. Perron, quand vous répondez, si vous pouvez parler juste un petit peu plus fort parce que... Ah oui, je peux essayer d'avoir mon micro. C'est un petit peu fatigant. Si la personne se reconnaît, si elle peut couper le son de son téléphone, ça serait très agréable. Donc, Pascal, juste d'entrée de jeu, je te confirme que moi, j'ai tout muté tout le monde, logiquement, à part les personnes qui ont parole, dont moi, puis je me mute même pour être sûr que c'est pas moi. C'est pas, il faisait pas d'écouteurs, puis ça allait très bien. Là. Voulez-vous qu'on fasse le... Oui. Ça ne change rien pour le bruit de fond, M. Perron, c'est pas grave. Juste parler un petit peu plus fort, ça va être parfait. Bon, OK. Oui, bien en fait... je serai là. Ma question est la suivante. Il y a actuellement une multiplication des plateformes, des programmes de tous les niveaux de gouvernement, municipal, fédéral, provincial. C'est une bonne chose parce que ça aide beaucoup les entreprises de nos territoires. Ceci dit, est-ce qu'il y a eu des discussions, peut-être même avec le provincial, pour faire en sorte qu'il y ait une concentration des services, du moins un espèce de point d'accès central? Parce que là, moi, ce que je me rends compte, par exemple, moi, je suis à Lavaltrie,
Les entreprises, ils savent pas trop à qui parler. Et là, moi, je veux surtout m'assurer que les gens qui cognent à toutes les portes soient référés aux bonnes personnes. Sur le territoire, on a 2 organismes en développement économique. Donc, je veux m'assurer que, par exemple, dans les bureaux de députés, est-ce que les entreprises sont toujours référées à ce niveau-là aux organismes du territoire? C'est une question très large, là, mais je pense que vous comprenez ma préoccupation. Oui, absolument. Puis vous avez vraiment raison. La réponse est un peu triste, par contre. Je ne penserais pas qu'il y ait une centralisation. Parce que vous avez remarqué, là, mais la prestation canadienne d'urgence, entre autres, a pris Québec par surprise un peu, hein, tous ceux qui ont réagi par après. Il n'y a pas beaucoup de coordination entre les deux. Je peux difficilement vous parler du palier de Québec, là, mais pour ce qui est du fédéral, il y a quand même pas tant de multitude de possibilités. C'est beaucoup par l'entreprise, par l'institution financière. Tout ce qui est prêt, tout ce qui est garantie de prêt, c'est les institutions financières. Puis les institutions financières ont l'information pour vous diriger vers le programme le plus pertinent pour vous, là, votre conseiller financier. Sinon, ça va être en lien direct avec l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, puisque la plupart des montants, ça va être les crédits qu'on vous accorde, les délais de paiement qu'on vous accorde, dans le fond, ils ne seront pas à payer, là. Mais votre question est très pertinente. C'est sûr que vous pouvez continuer à leur dire d'appeler. Nous, si on n'a pas la réponse, on la trouve puis on la donne. Puis on vous réfère, que ce soit fédéral ou municipal. Chaque palier essaie d'intervenir, mais c'est ça. C'est un peu plate comme réponse, hein? Mais en tout cas, je dirais la principale, j'aimerais ça vous répondre autre chose, mais je peux pas. La principale. L'important, c'est de connaître. Oui, c'est ça. C'est l'institution financière là, pour ce qui est du fédéral, en tout cas. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, prochaine question, Madame Claire Gariepi. Désolé. Madame Gariepi, est-ce que vous avez la question? Vous avez la main levée présentement? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Merci à vous deux d'être là. Claire Gariepi, Camping Belle-Montagne. Je vous ai entendu dire tantôt que la masse salariale pour le sommaire T4 et la ligne 14 qu'on doit envoyer par exemple accéder à faire. Moi, j'ai téléphoné au numéro mentionné dans la publication et puis ils m'ont répondu que c'était seulement la masse de la ligne 14 indiquée. Mais nous, nos salaires de propriétaires sont pas sur la ligne 14. Là, vous mentionnez tantôt que ce sera amalgamé les deux ensemble pour être capable d'aller chercher ça. Parce que si je l'amalgame pas, j'aurais pas étant donné qu'on rouvre 4-5 mois par année, là, vous comprendrez que notre masse salariale, c'est pas 2 millions. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez dit qui va être applicable? Oui, on m'a confirmé que le salaire du propriétaire pouvait être calculé dans la masse salariale. La seule affaire dont je n'ai pas la certitude, Mme Gariepi, c'est s'ils vont permettre, je sais pas, là, vous avez parlé de lignes là, avec lesquelles moi je suis pas familier, là. Je veux pas dire n'importe quoi, mais la seule affaire que je peux pas vous garantir absolument, c'est que les dividendes vont être calculés là-dedans. Moi, je dis ce que j'ai nommé tantôt, j'ai dit probablement que les dividendes, si on suit la logique du programme canadien, de la prestation canadienne d'urgence, où on a accepté d'inclure les dividendes après notre demande, c'est nous qui l'avons demandé. Il y avait plusieurs petits entrepreneurs qui n'avaient pas de salaire, puis qui se retrouvaient sans emploi, sans revenu, qui n'étaient pas éligibles. On a réussi à les rendre éligibles. J'ose espérer que la même logique s'appliquera là. Mais ça, je ne peux pas vous le garantir encore. OK, donc c'est mentionné sur le fameux document qu'ils vont communiquer avec nous d'ici quelques jours, autrement dit très rapidement. Donc, suite à ça, si jamais j'ai des petits bâtons dans les roues, je peux leur proposer qu'ils écoutent notre intervention d'aujourd'hui pour mettre peu... En fait, je vous dirais, appelez-moi, appelez-nous au bureau si ça ne marche pas.
puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour le pousser, là. Parce que c'est sûr qu'il y a plein de choses que je vous dis, on n'a pas reçu les documents, on n'a pas reçu les conditions. Fait que je vous dis, je suppose que ça ne veut pas dire que ça va être ça, mais s'il y a une certaine logique, quoique les gouvernements, c'est pas tout le temps logique, on le sait, là. Mais ça devrait être logique, là. Sinon, si jamais ça arrivait que c'est pas éligible puis que vous n'êtes pas admissible, raison de plus pour nous recontacter au bureau pour que nous, on puisse, un peu comme avec le cas de Mme Rouleau tantôt, là, le porter là, pour essayer d'améliorer par la suite. Parfait. Un gros merci de votre réponse pour ma première question. Parce sachant les campings, s'il faut qu'on soit pas ouvert avant la fin de l'été, c'est clair que ça va être la catastrophe. J'ose même pas y penser. Un autre petit point, la masse pour les employés saisonniers. Nous, on a des employés parce qu'on rouvre 5 mois, mais il faut travailler avant et après, on s'entend. Donc, nos employés ont la possibilité d'être sur l'assurance emploi pour l'hiver, une certaine période. Donc, si je ne peux pas les embaucher parce qu'on ne peut pas ouvrir avant le mois d'août, c'est ceux qui n'auront pas tous qui doivent avoir en main pour aller chercher leur fameux assurance emploi pour leur hiver. Déjà qu'on a beaucoup de difficultés à trouver des employés parce qu'on peut que leur donner quelques mois dans l'année une moitié d'année de travail, autrement dit, et qu'on doit souvent refaire les entraînements d'année en année, mais les quelques-uns qui reviennent, on ne veut pas les perdre. Oui, je comprends. Ce serait une raison encore plus intéressante de vous rendre éligible à la subvention salariale de 75 %. Vous pourriez les payer sans fonctionner. Mais sinon, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'ils seront éligibles, ces gens-là, à la prestation canadienne d'urgence. À la fin de leur chômage, ils vont pouvoir embarquer sur la prestation canadienne d'urgence pour un maximum de 4 mois. Pour aujourd'hui, c'est la réponse que je peux vous donner. Par contre, je prends la note là, pour les gens qui sont des travailleurs saisonniers parce que on l'a obtenu cette semaine. Non? Mais c'est une autre affaire sur laquelle on n'a pas de détails. On demandait beaucoup que les travailleurs saisonniers soient admissibles à la prestation canadienne d'urgence parce qu'au départ, le gouvernement disait ils travaillaient pas, donc ils n'ont pas perdu leur revenu à cause de la COVID. Mais là, s'ils peuvent pas commencer quelque chose qui commence à chaque année, ils l'ont perdu pareil. Oui. Ça a été établi, là. Mais là, ça va être sur la durée. Puis il y a tout le chevauchement de l'assurance emploi puis de la prestation canadienne d'urgence qui est complexe aussi, parce qu'il y a des gens qui perdent leur emploi maintenant, que leur chômage, ça leur donnerait plus que 2 000 par mois, mais ils vont avoir 2 000 par mois sur la PCU. Puis il y a des gens qui auraient eu moins sur le chômage, qui vont avoir 2 000 aussi. Que c'est vraiment des mesures improvisées d'urgence. Là. Mais écoutez, pour l'admissibilité l'hiver prochain, c'est une très bonne question. Là. Parce qu'à un moment donné, le 4 mois de PCU va terminer, puis ces gens-là vont se retrouver sans revenu pendant l'hiver. C'est ce que vous soulevez. Exact. C'est un beau problème là, que vous m'apportez là. Donc, je sais pas. Comment redevenir admissible? Pour là, j'ai pas d'autre réponse à vous donner que celle-ci. S'ils peuvent se fier aux autres années, comme de quoi que c'était récurrent d'année en année, qui recevait un certain nombre d'assurance emploi, et ça pourrait compenser au moins pour... en tout cas, je vous laisse ça entre les mains. Oui, non, mais ça a plein de bon sens, votre affaire. Oui, ça me fait... J'ai des beaux devoirs, je me ramasse des devoirs aujourd'hui. Un gros merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Donc, parfait. La prochaine question, il va m'en rester 2. Il me reste Emmanuelle Murray, directrice générale de la Chambre de commerce. Et ensuite de ça, j'ai Mme Danielle Yvon pour les 2 questions. On y reste environ une dizaine de minutes avec vous. Là. Ce ne sera pas très long. Emmanuelle, maintenant, tu as la parole. On prend le temps que ça prend le temps qu'il faut. Bonjour Steve, bonjour Yves. J'espère que vous allez bien tous les deux. J'ai une question qui est très, très simple. Nous, notre Chambre de commerce est un organisme qui n'est pas subventionné par le fédéral ou par le provincial. Je voulais savoir si du côté du fédéral, est-ce qu'il y aurait un plan pour nous supporter, soit par subvention, par crédit ou ce que vous voulez, pour assurer la pérennité de notre organisme, étant donné que nous, on vit seulement qu'avec des événements et on fait du réseautage. On s'entend que pour les prochains mois, du réseautage de poignée de main,
ça risque d'être un peu difficile ou des soupers tournants à faire ou ainsi de suite parce que c'est quand même 50% de notre mission. Est-ce que vous avez quelque chose qui va être à proposer pour nous dans les prochaines semaines? En fait, est-ce que vous n'avez pas une organisation à but non lucratif, j'imagine? Oui, on est un OBNL. OK. Vous êtes admissible quand même au compte d'urgence pour les entreprises. Mais il y a la contrainte de la masse salariale que vous n'aurez pas. Effectivement. C'est ça. Par contre, quand vous calculez vos revenus pour démontrer vos pertes, pour être admissible peut-être à la subvention de 75% du salaire, vu que vous êtes une OBNL, vous avez le choix de calculer vos revenus de subvention ou de ne pas les calculer. Donc, vous pouvez à ce moment-là peut-être démontrer des pertes plus importantes puis vous rendre admissible à ça. Je vous dirais ça pour partir. Sinon, ben, il y a les autres programmes de garantie de prêt pour les entreprises, mais c'est de l'endettement. Mais effectivement, on ne veut pas s'en aller vers un endettement qui est supplémentaire, étant donné que nous, on ne vit pas avec les prêts, on vit vraiment avec le revenu de nos activités, nos memberships et tout. Là. Je voulais juste savoir s'il y avait de votre côté soit des subventions, soit des crédits qui sont applicables lors des impôts pour nous donner un coup de pouce supplémentaire à la fin de l'année prochaine, dans le fond, parce que c'est pas, on comprend là, mais il y a des remises à faire aux impôts de l'année prochaine. Ben moi, je vous dirais, puis là, je vais m'en aller à Québec un peu, là. C'est pas mon champ de juridiction, fait que je vous le dis sous toute réserve, mais je sais que les députés de l'Assemblée nationale se sont vus augmenter leur budget discrétionnaire, entre autres pour les subventions à l'action bénévole et ainsi de suite. Il y a peut-être une aide directement qui pourrait être disponible là. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, M. Perron, c'est très pertinent. Bonne soirée à vous, je vais devoir vous quitter. Okay. Dans les MRC, en tout cas, je sais que ça passe par les MRC. Je pense que vous avez une autre conférence avec Mme Proulx jeudi. Là. Exactement, jeudi à 14h30. Peut-être rapporter la question. Là. On va le rapporter assurément. Ouais. Votre institution financière, encore une fois, ma même réponse plate, mais ça va être les deux. C'est correct, parfait. Donc, Daniel Yvon a 2 questions pour vous, ce ne sera pas très long. Madame Yvon, vous pouvez y aller. Madame Yvon, vous avez la parole. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui a une question? Ça peut être un commentaire aussi. Question, commentaire, interrogation. Attendez un peu. Ah oui, Jean-François, tu as une question? C'est une question, vous pouvez me parler. En fond, là, j'ai débloqué la ligne de Mme Yvon et de M. Laporte. Est-ce que vous m'entendez? Je vais envoyer un message à tous. Vous avez juste à parler, Mme Yvon. Vous avez débloqué, soit activé votre micro. Présentement, moi, vous avez votre micro il est activé. Là, vous pouvez parler. Sinon, écrivez-moi votre question et je vais la poser pour vous. Dans le fond, j'interagis avec le chat présentement. Oui, c'est ce que je comprends. Moi, dans mon écran, j'ai la réunion juste en tout petit parce que j'ai mon document synthèse des programmes en fond d'écran. Que je vois pas le chat, mais je pourrais bien m'ouvrir le chat là. Concernant les emplois d'été. OK. Je note que c'est CCTRB, dormi une réunion. Non, vous ne voyez pas toutes les questions parce que je ne voulais pas qu'on soit genre pollué par les questions. Les emplois d'été, peut-être les détails que j'ai donnés tantôt sont quand on parle dans le fond, quand on parle d'emploi essentiel, ça peut être complète, là, ça peut être revu. Mais ça ne veut pas dire que les demandes qui avaient été faites, qui avaient été acceptées ou ça, ne peuvent pas avoir lieu non plus. C'est qu'on a mis plus de flexibilité dans le programme. Parce que là, il y en a plusieurs qui avaient eu des employés qui ne les prendront pas. Il y en a plusieurs qui ne pourront pas les engager tout de suite, mais qui les engageraient plus tard. C'est pour ça qu'on a reporté, je vais sortir ma feuille de notes pour pas dire n'importe quoi, là, jusqu'au 28. La fin d'emploi peut être le 28. Donc, habituellement, il faut que ça se termine à la fin de l'été.
Puis, ils ont augmenté les montants. D'habitude, on paye 50 du salaire minimum. Là, c'est 100 du salaire minimum. Le truc pour les services essentiels, c'est que il y a une permission accordée aux employeurs d'adapter leurs projets et leurs activités professionnelles pour soutenir les services essentiels. Quelqu'un qui aurait fait, j'invente un exemple, là, quelqu'un qui aurait fait une demande pour avoir quelqu'un qui est préposé à l'accueil dans un truc touristique, ben, pourrait dire, moi, on va faire de la livraison d'épicerie, par exemple. Là. Donc, il y a comme une flexibilité là, qui est inclue là-dedans. Je ne sais pas si Eric veut me compléter. Là. Mon expert d'employé, c'est Eric. Là. Un petit délai. Ah oui, bonjour. Alors, Salut. il y a deux choses qu'il faut. Non plus, j'ai malheureusement pas la réponse à vous donner aujourd'hui. Je suis posé de parler à quelqu'un de la direction régionale des emplois d'été demain ou plus tard, parce que j'ai plusieurs questions. On est en train d'analyser toutes les demandes présentement et on a quelques questions comme une question qui va tout changer. Est-ce qu'il va y avoir des camps de jour cet été? Donc, s'il n'y a pas de camp de jour, ça libère beaucoup d'emplois d'été. Donc là, on va pouvoir. Mais avant d'annoncer qu'il y a des offres, il y a des emplois disponibles, emplois d'été, ou de qui va en avoir, qui va en aura pas, il faut que je puisse parler à la direction régionale. On a des questions bien importantes à poser avant de pouvoir voir la suite des choses. Mais d'ici une semaine, on devrait avoir les réponses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va en attendre les réponses assez rapidement. Parfait, merci. Dans le fond, j'ai d'autres questions aussi. J'ai Mme Vicky Gilbert. Je vais vous laisser la parole. Vous pouvez y aller. Ensuite de ça, j'ai M. Hugo Ouellette qui a un autre commentaire. Mme Gilbert, vous pouvez y aller. Votre micro est débarré, Mme Gilbert. Sinon, vous pouvez y aller. Sinon, je vais vous mettre sur mute temporairement pour activer M. Ouellette le temps que vous activez votre micro. Hugo, tu peux y aller. Oui, bonjour. Rebonjour, M. Perron. C'est peut-être plus un commentaire ou une demande. C'est au sujet du programme de subvention salariale de 75 % On sait que M. Morneau l'a annoncé pour une période de 3 mois. Il semblait quand même être ouvert, cas échéant, à le prolonger. Moi, une demande que je peux vous faire, c'est continuer de mettre une pression afin que ce programme-là suive le programme de PCU. Parce que si on termine le programme de subvention, on va se retrouver quand même avec un gap au niveau des emplois à cause du programme de PCU. Donc, absolument. Vous avez tout à fait raison. Puis ce programme-là, la logique de la subvention salariale de 75 % c'est justement de mettre un petit peu un frein au PCU là, pour pas que tout le monde se garoche sur le PCU. Puis après ça, plus personne n'a des liens d'emploi. C'est beaucoup plus difficile de repartir la machine quand on va pouvoir la repartir. C'est très pertinent comme commentaire. On y travaille. Merci beaucoup. En parlant du 75 % j'ai une autre question sur le chat. Est-ce qu'une personne qui va embaucher une nouvelle personne, par exemple dans le prochain mois, est admissible pour cette personne-là aussi aux 75 % de son salaire ou c'est seulement aux employés qui étaient déjà à l'emploi? Je crois qu'elle serait admissible. J'ai commencé ma phrase avec « je crois ». Ouais, Mais je crois. Parce que, dans le fond, cette subvention salariale-là aussi, on voulait inciter les entreprises qui avaient mis les gens à pied de les à les réembaucher. D'après moi, avec la logique, ça devrait fonctionner. Ah, on m'a dit sur le chat que c'est après les 14 premiers jours, dans le fond, de la subvention. Je sais pas, j'ai pas été validé l'information. Là. Est-ce que vous pourriez vérifier ça? Si ça serait admissible après les 14 premiers jours, une nouvelle, en fond, c'est admissible pour le 75 %. OK. Je ne sais pas si vous pouvez nous rapporter ça par la suite, par courriel. Oui, absolument. Subvention, 75 %. Nouvel employé. Ça me fait trois questions. C'est bon, hein? Faut que je revienne. Ah oui, c'est parfait. Est-ce que j'ai d'autres questions, commentaires, personne qui aurait le goût de parler avant qu'on termine la réunion? Il est rendu 17h30. Pas très long. Attendez un petit peu. J'ai une question par texto. Ce ne sera pas très, très long. Je vais débarrer la ligne de la personne. OK. Donc, Annick Bélanger, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends. Bon, vous pouvez poser votre question, Mme Bélanger. D'accord. Ben merci d'être là aujourd'hui pour répondre à nos questions. C'est très apprécié. Moi, en fait, je vais parler je vais poser une question au niveau de mon domaine, étant donné que je travaille en hôtellerie. Airbnb a demandé l'aide financière des gouvernements pour aider financièrement ses hôtes. Quand on sait que c'est basé aux États-Unis, en Irlande, que 50% des hôtes, c'est pour arrondir le fin de mois, et que l'autre 50% achètent des blocs appartements, des condos, donc participent à la pénurie de logements, qui créent peu ou pas d'emplois. J'aimerais savoir, malgré le fait que oui, maintenant, ils payent des taxes, c'est quoi la position au niveau de votre gouvernement face à Airbnb, qui est, selon moi, une compétition déloyale envers le domaine de l'hôtellerie? Je vais vous faire plaisir. C'est le fun. Tantôt, je trouvais que je ne donnais pas des bonnes réponses. Là, je vais en donner une qui va faire votre affaire. Il n'y a pas d'aide prévue pour Airbnb. Et pour le Bloc québécois, il n'est pas question non plus. On s'opposerait à ça, là, parce qu'effectivement, ça n'a aucun bon sens. C'est nuisible plus qu'autre chose. Puis là, ce qu'il faut, c'est essayer de préserver les entreprises qui existent. C'est pas des entreprises, là, c'est des gens qui arrondissent leur fin de mois. C'est ça. OK. Mais moi, j'ai rien entendu comme projet de soutien à eux autres, mais même à ça. Non, je sais qu'eux, ils ont demandé. Je voulais juste savoir, m'assurer, en fait, là, que justement, on n'aurait pas encore plus de bâtons dans les roues que ce qui nous attend pour les 2-3 prochaines années, là. Déjà, cette année, ça va être assez difficile là, pour vous autres. Là. Quand je dis 2-3, c'est pour ça que je dis 2-3. Oui, absolument. C'est une bonne question. Donc, parfait. Donc, je n'avais pas d'autres questions. Merci beaucoup, Annick. Donc, je n'avais pas d'autres questions. Je vais laisser la parole à Michael Belrose de la SADC qui voulait nous dire quelques mots. Est-ce que vous restez avec nous sur l'appel, M. Perron? Bien sûr. Parfait. Ça m'intéresse, moi, ce que M. Belrose a dit. Allez-y, M. Belrose. Merci beaucoup. Premièrement, merci, M. Perron, de nous laisser un petit droit de parole lors de votre intervention. Et félicitations d'avoir si bien vulgarisé l'information. Je pense que c'est quand même pas évident à tout démêler, puisque les mesures tombent de jour en jour et elles se transforment. Merci à la Chambre aussi pour l'initiative. Je pense que c'est important de parler à nos entrepreneurs. Donc, mon nom, c'est Michael Belrose, donc directeur service aux entreprises pour la SADC d'Autrey-Joliette. Donc, la SADC est sur le territoire depuis plusieurs années pour accompagner les entrepreneurs. Puis, je pense qu'aujourd'hui, notre mandat est encore plus important, donc de vous soutenir, entrepreneurs, dans toute l'information qui circule en ce moment. Donc, nos services sont gratuits, donc juste à nous appeler pour qu'on puisse vous accompagner, aussi bien à démêler qu'est-ce qui peut être le mieux pour vous, et aussi pour vraiment vous accompagner dans peut-être la transformation de votre entreprise, parce que malgré les mesures gouvernementales annoncées, je pense que vous allez avoir peut-être des petits changements à faire, des réflexions. On a des outils pour vous faire réfléchir à ça, et aussi de bien voir les impacts, donc démêler un petit peu l'information qui est disponible et de voir l'impact sur votre entreprise. Donc, travailler avec vous des budgets de caisse pour voir vraiment, si on rajoute un prêt à votre entreprise, c'est quoi les impacts? Je pense que c'est important d'aller chercher le maximum de tout ce qu'il y a pour vous, mais de bien réaliser l'impact que ça aura, comme mentionné au précédent, mais pour les années à venir. Donc, pour 1 an, 2 ans, 3 ans, quel impact que ça va avoir sur votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre site Internet. Donc, c'est SADC d'Autrey-Joliette pour avoir toutes les coordonnées. Je ne vous mentionnerai pas les coordonnées comme ça là, pour pas que vous ayez à les oublier. Mais là, sur notre site, vous pouvez nous contacter. On va vous accompagner. Je pense que c'est important de vous faire accompagner. Vous n'êtes pas toute seule, donc notre organisme est là. On est plusieurs à votre service. Donc, c'est un petit peu le mot qu'on voulait juste prendre aujourd'hui, de vous dire qu'on était avec vous, puis de discuter ensemble. Puis tout comme M. Perron, là, quand on n'a pas les réponses, on est capable d'aller frapper aux bonnes portes pour trouver les bonnes réponses. Donc, des fois, en étant accompagné, ça va être plus facile pour vous d'aller chercher les réponses que vous avez besoin. Pour moi, ça ferait pas mal le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions des entrepreneurs face à notre service, mais on pourrait tomber en individuel. Là, gênez-vous pas à nous appeler.
Sinon, ça complète le tout. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Perron, du temps que vous nous avez donné. Ça me fait bien plaisir. Donc, si jamais ça continue encore longtemps, on va peut-être s'organiser une petite rencontre dans 2-3 semaines. N'importe quand, vous me faites signe, puis on va faire ça. Là, on est là. Notre travail, c'est d'être là pour vous autres. Puis n'hésitez pas, si jamais il y a des trucs un peu comme M. Belrose vient de le mentionner. Là, soyez très à l'aise de nous appeler aussi. Puis si on n'est pas capable de vous répondre ou si ce n'est pas notre juridiction, on vous réfère au bon endroit. On prend les appels 7 jours sur 7 là, depuis le début de la crise. Et ce n'est pas terminé. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Bonjour.